En 6 semaines, les Américains ont frappé 1000 objectifs au Yémen sans attirer l'attention médiatique. Il suffit que les Houthis envoient un missile au cœur de Tel Aviv pour que ce conflit fasse à nouveau la une des médias. Frédéric, tu es le spécialiste défense d'Aérobuzz. Ce qui se passe en ce moment en mer Rouge entre les Américains et les Houthis ressemble de plus en plus à une guerre asymétrique. D'un côté, la plus puissante armée du monde, de l'autre côté, des terroristes. C'est quoi cette guerre qui ne dit pas son nom? Peux-tu nous rappeler comment tout a commencé? Ah ben écoute, c'est très simple. Tout a commencé avec mon héros, Henri de Montfred, et ses récits de la mer Rouge, qui déjà, il y a 100 ans, disait que cette région était une poudrière, et le bonhomme était trafiquant d'armes et trafiquant de hakik, et aventurier, et très bon écrivain. Et j'invite tout le monde vraiment à relire, sans blague, hein, j'invite tout le monde à relire ses bouquins, parce qu'on s'aperçoit de la dureté de la région et de ses habitants. Voilà, fin de la parenthèse. Je reviens sur le mot guerre asymétrique que tu as employé. Oui, mais enfin, bon, toutes les guerres sont asymétriques, hein, par définition. Il y a toujours un plus fort, un plus malin qu'un autre. Donc, j'aime pas trop cette présentation. Alors, pour le coup, tu as raison, c'est quand même une guerre qui passe un peu sous l'horizon radar des médias, vu la quantité de moyens engagés et de munitions tirées. Mais asymétrique, pas tant que ça, puisqu'on voit que, comme tu dis, la première puissance mondiale est mise en échec par. Alors, terroristes, oui, bien sûr. En même temps, ils sont plus que quelques dizaines, hein, les bonhommes, hein. Ils tiennent la capitale du Yémen, Sanaa. Si tu permets, là, on revient une dizaine d'années en arrière. Il faut savoir que, il y a une dizaine d'années, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, avec le soutien des Américains, étaient déjà en guerre contre les Houthis et qu'ils n'en sont pas venus à bout. Et pourtant, c'était les deux monarchies pétrolières du Golfe qui étaient contre peut-être un des pays les plus pauvres du monde, hein. Ce sont des durs à cuire, hein, les bonhommes. Et puis, le conflit avec l'Arabie Saoudite s'est résolu par la négociation. Et c'est ce qui est en train de se passer avec les États-Unis. Donc, on s'aperçoit qu'on a beau être les plus forts du monde, on a beau avoir deux porte-avions de 100 000 tonnes en mer Rouge, on ne résout rien. Alors, il est étonnant de voir des Zodiacs défier des porte-avions américains en pleine mer Rouge, de voir aussi des missiles traverser toutes les défenses antiaériennes américaines et israéliennes et tomber au cœur de Tel Aviv. C'est ce qui s'est passé donc avec le missile qui est tombé sur l'aéroport. Cela est-il possible que les Américains et les Israéliens aient de telles failles? Parce que la guerre est une affaire humaine, je pense, déjà, premièrement, et deuxièmement, c'est une affaire technique, et la technique a parfois des ratés. Les Israéliens ont expliqué qu'effectivement, ils avaient raté l'interception du missile, hein, qu'ils ont vu venir, mais ils ont raté l'interception. Bon, ben voilà, ça c'est une chose, on n'en saura pas plus sans doute. Après l'attaque des bateaux américains en Zodiac, oui, pourquoi pas. On se souvient que je crois que c'était l'USS Cole, hein, qui était un destroyer américain qui avait. Alors où est-ce que c'était? C'était du côté d'Aden peut-être, qui Hmm, avait été je crois, oui. gravement endommagé par un Hmm. boutre, hein. Le boutre est arrivé avec quelques centaines de kilos d'explosifs à bord. Il s'était mis contre le bateau, il avait explosé. Ils avaient fait un trou gros comme le trou de la Sécu. Quand on n'a pas de porte-avions, ben, on est malin et on fait avec ce qu'on a. Et c'est exactement ce que nous montrent les outils aujourd'hui. Modulo le fait qu'effectivement, ils ont les Iraniens derrière eux et ça les aide beaucoup, ouais. Alors, tu dis donc que les Houthis ont les Iraniens derrière eux, on verra ça un petit peu plus tard. Et les Américains, est-ce qu'ils sont seuls à monter au front? Non. Alors tu as parlé des Israéliens tout à l'heure. On va revenir peut-être, on va expliquer depuis quand on date ce conflit avec les Américains. C'est très simple, hein, ça date depuis octobre 2023 et la guerre à Gaza. Les Houthis se sont rangés résolument du côté des Palestiniens et on dit, voilà, nous on est là sur Terre, on est venu sur Terre pour emmerder les Israéliens. Donc on va tirer sur tous les bateaux qui passent en mer Rouge. On va tirer sur Israël aussi, hein. Et c'est ce qu'ils font depuis un an et demi. Il y a eu des centaines de drones et de missiles tirés contre les bateaux. Il y a eu quelques bateaux touchés, Là, on parle de bateaux civils, hein, de de bateaux commerciaux. porte-containers, Oui, 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 de oui, tankers. absolument. C'est comme Oui, ça que ça a démarré, parce qu'à un moment, toute la flotte civile du monde a arrêté de passer par le canal de Suez et a fait le grand tour. Donc, oui. c'était pour rétablir le passage en mer Rouge et à destination du canal de Suez que les Américains sont entrés en guerre. À l'époque, il y avait
aussi les Français qui étaient bien engagés, non? Bien sûr, oui, oui, tout le monde s'y est mis. Il y a eu, on a fait des papiers sur Aérobuzz d'ailleurs, hein. Il y a eu l'interception de drones ou de missiles par les Mirage 2000 français qui sont basés à Djibouti. Alors Djibouti, c'est de l'autre côté du détroit, hein. C'est vraiment une portée de pierre. Euh, les Anglais aussi ont abattu des drones et des missiles. La marine française aussi, il y a eu cet épisode d'un hélicoptère qui a intercepté un drone et qui l'a descendu à la mitrailleuse ou au fusil de précision. Voilà, donc tout le monde s'y est mis, mais d'une façon assez, pas désordonnée, mais un peu morcelée, quoi, hein. C'était, voilà. Et puis est arrivé Donald à la Maison-Blanche, et lui, il l'a fait à la Trump, c'est-à-dire que le 15 mars dernier, donc après plus d'un an de combats larvés, et Hmm. de plusieurs bateaux commerciaux touchés aussi, bah, il a lancé une grande offensive contre les Houthis. Mhm. C'était l'opération Rough Riders, qu'on peut traduire en gros par «on va vous tuer votre race», quoi. C'est une traduction approximative. Mais l'idée est là, quoi. Ils ont fait ça à l'américaine, donc ils ont mis deux porte-avions dans le Golfe, enfin à l'entrée de la mer Rouge, ce qui était une première. Et puis ils ont tiré tout ce qu'ils avaient dans les soutes. Les Houthis ont parlé de plus de 1700 attaques, hein. Alors on ne sait pas trop ce qui se cache derrière le mot attaque. Est-ce que ce sont des munitions? Est-ce que ce sont des cibles? Sincèrement, je pense pas qu'il y ait 1700 cibles ou même 1000 cibles au Yémen qui méritent de recevoir un Hmm. missile à 2 millions de dollars, hein. Ça paraît Donc, énorme, oui. ouais, donc voilà, ils ont tiré, ils auraient tiré entre 1000 et 1700 munitions guidées, ouais, qui valent très très cher. Et alors donc, en face, les Houthis, ils sont épaulés, armés par qui? Alors, tu parlais de l'Iran. Oui. Alors, un petit préalable, de mon point de vue, moi je suis journaliste, je suis note, donc pour moi, il n'y a pas de mauvais outils. Il n'y a que des mauvais ouvriers, comme disait mon père. Voilà. Ça, c'est pour détendre l'atmosphère. Et derrière les outils, oui, bien sûr. Celle-là, on la gardera pour faire un short. Oui, bien sûr. Et puis derrière les outils, donc on a les Iraniens. Ça, on le sait parce que ben, on voit du trafic maritime qui part de l'Iran vers le Yémen. Il y a des avions cargo qui viennent aussi. Et puis quand on ramasse des morceaux de missiles ou de drones, eh ben, on s'aperçoit qu'effectivement c'est du matériel qui sent fort la pistache. Hmm. Voilà, les Iraniens sont derrière. Les Iraniens sont des gens aussi hargneux, intelligents, qui ont la suite dans les idées. Ils s'entendent bien avec les outils. Ils font des bons coups ensemble. Oui. Et à tel point que effectivement l'US Navy compte aussi les attaques contre ces bateaux. Ils en sont à plus de 200 attaques, hein, contre leurs bateaux, ce qui est énorme. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu directement, il n'y a pas eu de casse. Mais tout ça, quand même, coûte fort cher aux contribuables américains, puisqu'il faut quand même maintenir deux porte-avions, leur escorte, nourrir tout ce petit monde, fournir des missiles, tirer un missile par drone qui attaque. Enfin, voilà, la facture commence à être très salée, hein. Sans oublier les trois Super Hornets qui sont tombés à l'eau, là, récemment. Oui, oui, oui. Alors, bah, c'est un effet collatéral et c'est intéressant parce qu'effectivement, le Truman est arrivé sur place en septembre 2024. Donc, ça fait plus de 6 mois. Le Truman, Et donc, c'est un le porte-avions porte-avions américain. Truman, oui, oui, c'est pas le président américain qui, le pauvre homme, est déjà mort depuis longtemps. Mais voilà, et il est arrivé, donc il est en place, je crois que c'est, oui, c'est septembre, enfin fin d'année 2023. Et qu'est-ce qu'on voit là? Eh bien, on voit que 6 mois à la mer, en opération en mer Rouge, dans un climat en plus qui est très difficile, qui est très compliqué aussi, hein. Il fait chaud, le climat de mer Rouge est pas très sympathique. Tout ça pèse énormément sur les machines et les hommes, et forcément, les erreurs finissent par arriver, les accidents arrivent. Ça c'est normal. On a beau être la première puissance mondiale au monde, enfin on a la première puissance mondiale, on finit par faire des erreurs quand on est fatigué. Alors il y a eu les trois avions. Le premier avion a été abattu par erreur par une frégate, un d'escorte. C'était en fin 24, je crois. Ce qui est très intéressant, c'est que le deuxième a glissé, il était a priori sur l'ascenseur, où il était en train de sortir de l'ascenseur pour être rangé dans le hangar. Enfin, le Truman a fait une manœuvre d'urgence pour éviter, pour se mettre à l'abri plutôt d'une attaque des Houthis. Donc, manœuvre d'urgence avec forte inclinaison du bateau. Et l'avion s'est transformé en sous-marin avec son tracteur. Ils sont partis tous les deux à la flotte, quoi. Et puis le troisième, c'est une erreur, enfin c'est une erreur, c'est un incident à l'appontage. On ne sait pas trop si c'est un brin d'arrêt du système d'appontage ou bien la crosse elle-même de l'avion qui a cédé. Toujours est-il que l'avion a filé aussi à la flotte, les pilotes se sont éjectés. Et puis il y a aussi un quatrième épisode qu'on oublie un petit peu maintenant. Il y a eu une collision quand même aussi avec un bateau de commerce. Ça fait désordre, hein, et qui a un peu abîmé la peinture et les superstructures du porte-avions. D'ailleurs, à cette occasion, le commandant du bateau avait été relevé de ses fonctions et à nouveau était arrivé, quoi.
Donc voilà, ça ce sont les effets d'une guerre qui dure longtemps dans des conditions difficiles. Alors, une guerre donc entre une armée conventionnelle réputée comme la plus puissante au monde et puis qui fait face à donc à une résistance armée de drones notamment. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, la guerre d'Ukraine? Oui, 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 on peut tenter le coup, hein, bien sûr. Alors plutôt que de dire asymétrique, je dirais peut-être du faible au fort, hein, c'est un combat du faible au fort. Les outils font preuve de beaucoup d'intelligence et de résilience. Et puis, les Américains bah, tirent des munitions. Ils tirent des munitions autant qu'ils peuvent. Et ils perdent des avions aussi, parce qu'on a parlé des F-18, mais il y a un point qui est important aussi, c'est qu'ils ont perdu, allez, grosso modo, une dizaine de drones Reaper Hmm. dans le ciel du Yémen. C'est peu ou prou quand même toute la dotation française hein, qui serait tombée. Et pourquoi ils perdent ça? Parce que ils n'ont pas réussi à obtenir la maîtrise du ciel. C'est ça qui est quand même fou, c'est qu'après plusieurs mois de combat, le ciel yéménite pour eux n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a toujours des risques et ça a des effets assez profonds sur l'outil, sur la réflexion américaine, puisqu'on a appris il y a quelques jours que l'US Army arrêtait d'acheter des Reapers en disant bon bah c'est fini, nous on n'en veut plus, c'est pas un appareil qui est adapté aujourd'hui à la situation qu'on peut rencontrer. Autre chose, donc face à cette absence de suprématie aérienne américaine dans le ciel du Yémen, on voit sur les images distribuées par l'US Navy que les avions de guerre électronique, les Growlers, Super Hornet en version guerre électronique partent avec des charges, au lieu de partir avec 2 missiles anti-radar, on les voit partir avec 4 missiles anti-radar. Ce qui veut dire que les Américains luttent encore beaucoup pour essayer de venir à bout des systèmes solaires yéménites. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant. Tu évoques les difficultés américaines à obtenir la maîtrise du ciel. Pourtant, ils ont à leur disposition un armement important. Important, oui, en volume et puis en capacité. On voit sur les images, tout à l'heure j'évoquais les images des growlers américains qui partaient avec 4 missiles anti-radar sous les ailes. On peut parler aussi des armements air-sol qui sont utilisés, qui sont utilisés à distance de sécurité. Donc, il s'agit de missiles ou de planeurs, de planeurs guidés. Mais effectivement, il y a toute la gamme y passe, hein. Il y a les JSO, les JDAM, qui sont des bombes planantes guidées, les SLAM, des missiles de croisière. Enfin, et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils ont mis le paquet parce qu'ils ont commencé à trouver que ça leur coûtait cher, tout ça, l'interception des drones et des missiles outils avec des missiles qui sont tirés depuis les frégates ou depuis les avions. Et, et ils ont très rapidement cherché à baisser le coût des munitions de leur côté. Euh, et on a vu l'engagement récemment de roquettes, alors là pour le coup de roquettes guidées à partir de F-16, ce qui permet aussi de dire d'ailleurs qu'ils ont non seulement les avions embarqués sur les porte-avions, mais ils ont aussi des avions qui sont basés à terre et qui interviennent dans le conflit, qui sont basés à terre dans le Golfe. Et donc, ces roquettes guidées qui sont en service depuis quelques années en Ukraine, notamment dans un rôle sol-air, dans ce même rôle d'interception des drones, ben maintenant, les Américains les utilisent dans un rôle air-air, pour le coup. Euh, et pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on estime une roquette comme ça coûte à peu près 20 000 dollars. Donc c'est le prix d'une voiture, mais à l'échelle des armements, c'est peanuts. C'est vraiment bon marché. Tu en mets, ça marche par par nacelle de 7. Donc tu mets 2 ou 4 pods sous un avion. Donc du coup, tu pars, c'est comme si tu partais avec une 28, 14 ou 28 missiles, ce qui est énorme. Ça coûte pas cher et ça marche bien contre des cibles qui sont, comme les drones ou les missiles, sur des trajectoires assez stables, qui sont pas manœuvrants. Donc il suffit de se caler grosso modo derrière, tu éclaires la cible avec ton pod de désignation laser, tu tires ta roquette en direction de la cible. Si la roquette n'était pas guidée, bah, elle passerait à côté à 10 mètres, parce que quand même, il faut tirer d'assez loin pour pas être impacté par une explosion. Et quand la roquette est guidée, bah, elle percute ou elle passe très près, et je pense il y a des fusées de proximité qui font que voilà, la cible est abattue. Donc c'est un système très intelligent qui est appelé un bel avenir. C'est aussi le retour de la roquette hein, sur les avions, puisque c'est un armement qu'on n'utilise plus trop dans le mode air-sol.
parce que c'est un armement qui oblige à se rapprocher trop près de la cible, qui oblige à avoir des trajectoires face à la cible, des trajectoires stabilisées. Donc on fait une bonne cible en fait quand on tire de la roquette, hein. Et puis c'est aussi une munition qui est un peu dangereuse à utiliser parce que c'est des propulseurs qui sont peut-être pas autant sécurisés que des propulseurs de missiles. Tout ça fait que, par exemple, la France a arrêté de tirer des roquettes depuis assez longtemps maintenant. J'irai à la louche depuis une vingtaine d'années, quoi. Mais ça sera peut-être l'occasion de faire revenir cette roquette guidée qui est vraiment un missile à bon marché. Pour donner un ordre d'idée, donc on dit que cette roquette, elle tourne autour de 20 000 dollars. Pour donner un ordre d'idée, le missile à courte portée à guidage infrarouge Sidewinder, lui est plutôt dans la gamme des 500, 600 000 dollars. Donc c'est 30 fois plus. Et puis quand tu prends un missile à moyenne portée comme l'AMRAAM américain, lui on est dans la gamme du million de dollars. Ce qui est 50 fois plus. Et si on parle de missiles français, les missiles Mika qui ont été utilisés par exemple par les Mirage 2000 pour intercepter des drones outils l'an dernier, on est sans doute au-dessus du million de dollars parce que les volumes de fabrication ne sont pas du tout les mêmes. Donc le coût unitaire est sans doute plus élevé. Voilà, donc effectivement, ce conflit avec les outils est aussi, mais comme tous les conflits, hein, c'est un gros catalyseur de recherche et de remise en question. Donc, cette guerre face aux outils, comme la guerre en Ukraine, est en train de faire énormément progresser les armées conventionnelles, je dirais progresser ou remettre en question les doctrines américaines ou les doctrines de l'OTAN. J'ai envie de dire oui et non, parce que, alors toi tu parles de l'Ukraine, mais on pourrait parler aussi du Vietnam. C'est un autre exemple, effectivement, de la puissance américaine qui casse les dents sur un pays du tiers-monde, soutenu par une puissance régionale. Le Vietnam était soutenu par la Chine et l'URSS. Excusez du peu, mais quand même, c'était les Vietnamiens qui étaient en première ligne. Et puis les Américains, et l'exemple de la lutte anti-radar est pour ça assez frappant, parce que on se retrouve, on va dire que c'était 67, la guerre du Vietnam, 67-70, donc 60 ans plus tard, on se retrouve avec la même problématique des Américains qui ont des difficultés à nettoyer le ciel et à obtenir une supériorité locale face à un adversaire qui est résilient, intelligent et qui a du matériel gênant. Alors, bon, ces dernières semaines, ils ont mis le paquet quand même. Les Israéliens, eux, ont mis les pieds dans le plat, puisqu'après un missile qui est tombé sur l'aéroport, bah, ils ont carrément rasé l'aéroport de la capitale yéménite. Ils ont tiré sur les aérogares, ils ont détruit 5 avions commerciaux au sol. Voilà, ils ont fait le ménage et bon, œil pour œil, dent pour dent. Et là, les Yéménites ont laissé toute la mâchoire, hein. Peut-être que finalement la méthode américaine a fini par payer, puisqu'on voit que Trump s'est prévalu d'un accord de paix qui a été quand même largement négocié par les monarchies du Golfe, mais un accord, enfin un cessez-le-feu, pas un accord de paix, un cessez-le-feu avec les Yéménites. Donc les Yéménites ont dit, voyez, on a gagné, on est les plus forts puisque les Américains arrêtent de tirer. C'est un cessez-le-feu qui s'entend qui porte sur le conflit entre Américains et Yéménites. Mais les Houthis ont bien dit qu'ils continuaient à tirer sur Israël. Israël n'était pas concerné par l'accord de cessez-le-feu. Donc c'est une affaire qui n'est pas encore terminée et qui ne sera pas terminée avant les vacances cet été. Merci Frédéric pour ton éclairage. Donc je rappelle que nous pouvons retrouver toutes tes vidéos sur Jumpseat, puis aussi qu'on peut te lire tous les jours sur Aérobuzz. Et si cette vidéo vous a plu, ben, likez-la et abonnez-vous. Merci.